Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les enjeux et besoins des dirigeants en contexte Covid et donc sur l'apport du coaching à cette thématique. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va passer 1 heure environ ensemble. Je vais commencer par me présenter brièvement. Donc je suis Violaine Isaac. Je suis membre du corps enseignant à l'IFOD depuis 2015. J'interviens sur les thématiques de l'analyse transactionnelle en coaching et sur le leadership individuel et collectif. Je suis coach exécutif. J'interviens dans les organisations depuis 12 ans. Auparavant, j'étais coach interne dans un grand groupe dans lequel j'ai travaillé 15 ans au total. Je suis également superviseur. Et puis, donc ma pratique se rattache à l'analyse transactionnelle tensionnelle, qui est une approche qui relie clinique et systémique. Voilà, je vois que tout le monde dit bonjour, c'est très, très sympa. Tout le monde commence à se connecter. Vous êtes 53 là, actuellement. Je vais donc rentrer dans un exposé de 35 à 40 minutes. Et ensuite, je serai ravie de répondre à vos questions. Donc, j'y répondrai après l'exposé par souci de clarté. Vous pouvez donc me poser vos questions dans le chat qui est en haut à droite de votre écran. Et puis, j'aimerais donc préciser également que ce webinaire sera accessible en replay ensuite sur le site de l'IFOD. Voilà. Alors, je vais rentrer dans l'exposé. Voilà. Je vois que tout le monde se connecte. Donc, pas de problème pour ceux qui ont des contraintes. Donc, le programme de ce webinaire. Tout d'abord, je commencerai par le contexte actuel des dirigeants en ce moment, dans cette 3e vague de l'épidémie, dans quel contexte ils exercent leurs responsabilités. Ensuite, j'irai sur le travail sur les enjeux, sur leurs enjeux en coaching. Et ensuite, dernière thématique, j'aborderai leurs besoins très concrets et les nouvelles nécessités qu'ils ont et que nous entendons, nous, coachs, en coaching. Alors, comme vous vous en doutez, derrière le terme de dirigeant, il y a des réalités très, très différentes, selon la taille de l'entité dirigée, selon la proximité plus ou moins forte de l'opérationnel, selon le secteur, surtout. Bon, si on est dans le médico-social, dans l'enseignement supérieur, dans l'industrie, les réalités sont très différentes. Donc, dans cet exposé, je vais me centrer sur les dirigeants dans les grandes entreprises, qu'ils soient patrons, patronnes de BU, de filiales, directeurs de périmètre, opérationnels, fonctionnels, avec en général une responsabilité globale et stratégique. Et donc, je vais utiliser le terme de dirigeant, bien sûr, pour parler d'hommes et de femmes tout au long de cet exposé. Alors, je voulais aussi préciser que cette réflexion a été élaborée sur la base d'observations dans plusieurs secteurs, à la fois dans l'industrie et dans les services. Voilà, je ne perds pas le fil. Donc, 2 remarques préalables. La première, c'est que je vais aborder dans cet exposé des thématiques que l'on entend en coaching, que l'on traite en coaching. On sera sur des généralités puisque, comme vous le savez, en coaching, on travaille à partir d'un contrat d'objectifs, d'une demande, de plusieurs niveaux de demande, et donc on travaille sur cette demande et sur les besoins. Et deuxième remarque, donc en ce moment, comme je le disais, réalité très différente selon le type de fonction, mais surtout selon la situation économique du secteur dans lequel le dirigeant travaille. Donc si on est dans l'aéronautique ou dans l'hôtellerie, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes que si on est dans les nouvelles technologies, hein, même si tout le monde est bien évidemment très impacté. Voilà, je vois que de plus en plus de monde est connecté, donc c'est super. Alors, je vais commencer donc maintenant par le contexte dans lequel les dirigeants exercent en ce moment, qui est le contexte de notre société, qui irrigue toutes les entreprises
et qui impactent les dirigeants d'abord en tant que personnes. Donc notre société a fait un saut quantique dans un nouveau modèle, qui est un modèle subi, lié à un choc, lié à un phénomène naturel. Et donc, nous sommes entrés dans le règne de l'incertitude, dans une incertitude très forte, généralisée, règne du hasard sauvage, comme dit le statisticien Nassim Taleb, qui désigne par ce terme en fait les phénomènes de grande ampleur imprédictibles. Voilà. Et donc ce hasard sauvage nous a sortis de l'illusion de contrôle dans laquelle nous vivions. On était dans une société de l'illusion de contrôle, que tout est contrôlable. Et donc cette sortie de l'illusion nous génère beaucoup d'anxiété et de sentiments d'impuissance qui sont très présents dans les entreprises en ce moment. Et donc il y a toute cette incertitude qui impacte aussi tous les processus décisionnels. Autre élément de contexte, on est une société en ce moment de l'empêchement. L'empêchement est très fortement ressenti dans les entreprises en ce moment. Empêchement de réaliser son activité comme on le voudrait, empêchement d'être ensemble, empêchement de pouvoir être dans la convivialité, même si d'autres formes de convivialité, heureusement, sont apparues avec le distanciel. Il y a quand même un vécu de frustration. Et enfin, dernier phénomène d'ampleur, le développement du distanciel qui a beaucoup fait évoluer le vécu du travail. Donc tout d'abord, ça nous a apporté beaucoup de flexibilité dans la gestion de cette crise et ça nous a rapprochés de nos valeurs, ça nous a enracinés davantage dans nos valeurs familiales, personnelles et en même temps, ça a apporté aussi beaucoup d'isolement, ça a généré beaucoup d'isolement. Donc les dirigeants sont traversés par ce contexte, d'abord en tant que personne, ensuite en tant que décideurs, et enfin par rapport à leur rôle sociétal qui est convoqué dans leur responsabilité de dirigeants, qui est beaucoup plus fort qu'avant avec cette crise Covid. Mais heureusement, donc la situation progresse avec la vaccination. Et donc, comme l'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin, comme nous dit Platon, on est forcément dans la bonne direction. Voilà. Bonjour à tous, pour ceux qui viennent de se connecter. Alors, je vais poursuivre maintenant avec le travail sur les enjeux en coaching, qui est un travail qui est toujours très présent souvent présent chez les dirigeants, si c'est le besoin. Parfois, ce travail a déjà été réalisé et les enjeux sont bien identifiés. En ce moment, c'est particulièrement important de les identifier, ces enjeux, parce qu'on est dans une phase de transition qui est assez floue, dont on ne sait pas encore si c'est une sortie de crise. Et donc, il est essentiel d'identifier ce qui sera clé dans les 6 mois qui viennent, dans l'année qui vient, d'identifier ce qui sera à perdre ou à gagner pour pouvoir créer des conditions favorables pour reconstruire ensuite. Donc en coaching, on aide le dirigeant à identifier les enjeux individuels, collectifs, culturels, que je vais présenter un peu plus loin dans l'exposé, et de voir comment ils sont articulés ensemble, comment ils fonctionnent ensemble, de manière à ce que le dirigeant puisse construire une vision intégrative de ces différents enjeux et paramètres. Et enfin, élément très important, il s'agit pour le dirigeant de se positionner, c'est-à-dire que ces paramètres, ces enjeux ne restent pas extérieurs à lui-même, mais qu'il remette du jeu JE par rapport à ces thèmes, qu'il puisse s'autoriser à être dans le je pense que, à être en contact avec ses convictions, avec son intuition, et forger sa propre opinion, qui sera ensuite remise dans le nous au sein de son codir, de son COMEX. Donc l'apport du coaching, c'est déjà procurer un sas pour le dirigeant, pour s'extraire du système dont il fait partie, pour voir plus clairement ses enjeux dans la masse de la complexité, remettre du jeu, comme je le disais, et également, le coaching permet de prendre en compte des paramètres aussi irrationnels qui sont souvent un peu mis de côté. On privilégie souvent les paramètres rationnels
Exemple d'enjeu irrationnel, l'enjeu d'acceptation que peut-être on ne reviendra jamais à la situation antérieure. Eh bien, cet enjeu est à prendre en compte, cet enjeu d'acceptation pour les équipes. Et donc, comme dit Kate De Vries dans son ouvrage Combat contre l'irrationalité des managers, eh bien, ce serait irrationnel de ne pas prendre en compte des paramètres irrationnels. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec donc 4 types d'enjeux majeurs qui sont présents en ce moment pour le dirigeant. Il y en a d'autres, évidemment, mais je me suis centrée sur ces 4-là qui sont clés actuellement. Premier enjeu, garder le cap, bien évidemment. Garder le cap de la performance, donc en très forte incertitude. Il s'agit de tenir un cadre, une ambition qui parfois a pu devenir surréaliste étant donné la situation. Parfois, il y a des axes stratégiques qui ont perdu leur sens. Donc, il s'agit de redéfinir ce cap avec malgré tout beaucoup d'incertitudes. Donc, il y a 3 types de difficultés qu'on constate en ce moment. La première, c'est prendre des décisions structurantes, voilà, avec tous ces aléas. C'est trouver un équilibre entre naviguer à vue et surplanifier. Et puis aussi trouver un rapport le plus juste possible à la réalité pour être ni dans le catastrophisme, ni dans l'ultra-positivisme. Je crois que personne n'y est dans l'ultra-positivisme. Voilà, trouver ce rapport juste à la réalité. Garder ce cap et s'assurer qu'il est porté, ce qui est aussi important que le cap en lui-même, qu'il est porté, communiqué par la ligne managériale. Donc, point très, très important. Et enfin, vous allez le voir pour chaque enjeu, je vais revenir à ce que cet enjeu représente pour la personne, pour le dirigeant en tant que personne. Eh bien, pour cet enjeu de garder le cap, ce que ça représente pour le dirigeant, c'est être un phare pour ses équipes, plus que d'habitude. Être un phare alors qu'il faut tenir soi-même. Parfois, certains dirigeants peuvent même être devenus des boucs émissaires. On peut projeter sur eux tout un tas de mots. Voilà, donc pour certains, c'est très lourd à porter. C'est une grande source d'inquiétude. Et pour d'autres, le fait d'être un phare, donc un repère, c'est-à-dire l'objet de beaucoup d'attentes, ça leur apporte un supplément de sens à leur fonction. Voilà, ils se sentent extrêmement utiles pour leur environnement. Donc, ce qu'apporte le coaching par rapport à cet enjeu, c'est d'abord reprendre du recul, reprojeter les choses dans le moyen-long terme, ne pas s'enfermer dans l'urgence du court terme, faire émerger le sens, accepter. Voilà, le coaching permet d'accepter, de faire des deuils, d'accepter que nous n'irons pas à cette destination qui était prévue, en tout cas pas maintenant. Et puis, bien sûr, le coaching permet de gérer la pression par rapport au fait d'être très attendu sur beaucoup de choses. Je vais poursuivre par le deuxième type d'enjeu, très présent actuellement, être le garant des règles sanitaires. Donc, pour beaucoup de dirigeants, ça leur a amené un nouveau rôle avec lequel ils ne sont pas toujours très à l'aise. Il a fallu qu'ils donnent l'impulsion de repenser l'organisation. Comment on fait ce métier, comment on fait notre activité, de quelle façon elle est impactée par les règles sanitaires. Et ils sont devenus un peu des gardiens du temple, là où peut-être dans le système, ils avaient un rôle tout à fait différent. Peut-être qu'ils étaient des innovateurs ou perçus comme un visionnaire. Et aujourd'hui, ils doivent composer aussi avec ce nouveau rôle, qui est un rôle de protection du collectif et en même temps un peu d'interdiction. En tout cas, il y a une posture à trouver pour être plus en protection qu'en interdiction. Dernier élément aussi qui les impacte par rapport à cet enjeu, c'est qu'ils ont à prendre des décisions, parfois en dehors des rails de la culture, puisque les règles sanitaires ont, fait irruption dans les cultures d'entreprise. Il a fallu les intégrer et parfois il a fallu bricoler, trouver des nouvelles solutions. Voilà,
il a fallu prendre des décisions que peut-être on n'avait jamais prises auparavant et qui ne sont pas dans les habitudes de la culture. Donc, le coaching permet aux dirigeants d'exprimer leur vécu de ce rôle pour pouvoir l'aménager en eux, l'assumer au mieux sans le subir. Et puis, ça leur permet de s'autoriser aussi à imaginer des nouvelles solutions. Et du coup, ils peuvent autoriser leur ligne managériale à imaginer de nouvelles solutions. Troisième enjeu très important actuellement, c'est sans doute le plus important, préserver la qualité du vivre ensemble. Vous voyez que le vivre ensemble est mis entre guillemets, parce qu'il est souvent morcelé entre distanciel et présentiel, ou il peut être tout distanciel aussi, à ce moment-là, il est digital. Donc, pour le dirigeant, le travail, c'est souvent de diffuser une philosophie qui véhicule des valeurs, de la solidarité, de la confiance. Qui dit travail à distance dit confiance. C'est aussi ce qu'a apporté de très positif cette crise, la possibilité d'être parfois plus proches les uns des autres, paradoxalement, alors qu'on est à distance. Parfois, ça a percuté le modèle managérial dans certaines entreprises. Ça l'a remis en question. Donc, le dirigeant, finalement, à travers sa ligne managériale, véhicule souvent des permissions, de trouver des nouvelles modalités pour être proche, en fait. S'autoriser des moments informels où on ne parle pas du travail, etc. Il s'agit, par tous les moyens, je dirais, de maintenir le lien, le moral des troupes, la motivation, tout ça à distance. Les managers eux-mêmes sont très impactés, sont usés, comme les équipes, usés par le travail à domicile, qui est perturbant, parce que les frontières sont beaucoup moins nettes avec la vie personnelle, parce que les journées sont à rallonge, qu'il y a beaucoup moins de limites, parce que le niveau d'exigence est remonté par rapport à l'année dernière. Voilà, donc il y a toute cette usure, cette fatigue pour les managers et pour les équipes. Et il s'agit enfin de capter à travers tout ça les sujets humains, capter les signaux faibles à distance, ce qui n'est pas simple, identifier, avec bien sûr les remontées des managers, peut-être les burn-out qui sont en train de se produire, les syndromes d'isolement, d'épuisement. Dans certaines équipes, il y a pu y avoir un décès. Quel est l'impact pour l'environnement? Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on se dit? On n'a rien vu arriver, etc. Donc, en coaching, par rapport à cet enjeu, bien sûr, ça permet aux dirigeants de tenir, tout simplement, face à des sujets humains difficiles. Ça lui permet de revenir à ses valeurs et à celles de l'entreprise pour fonder sa philosophie. Quelle philosophie il va diffuser dans le système? Ça lui permet aussi d'être plus attentif justement à tout le registre du sensible, à tous les signaux faibles, à tous les besoins, aux émotions. Le coaching rend attentif à ça. Et puis, bien sûr, d'amorcer la réflexion sur le comment, qui est très présente en coaching individuel, qui pour les dirigeants souvent est amorcée, mais elle est poursuivie au sein de son collectif, COMEX ou CODIR. Également, d'ailleurs, avec les fonctions support, avec un certain nombre de partenaires. Dernier enjeu clé, préserver son influence dans le système pour le dirigeant au service de l'intérêt supérieur de l'organisation, qui n'a jamais été aussi important. Donc, il s'agit pour eux de rester dans le jeu politique, dans l'influence, et ce pour plusieurs raisons. D'abord pour leur fonction, pour ce qu'elle représente, ce qu'elle apporte au système, c'est-à-dire que si ils se sont mis trop en retrait, ou si au contraire ils ont été très sollicités et ont pris une certaine place dans le système,
tout ça est signifiant, tout ça a du sens. Et donc, c'est important qu'ils soient conscients, en fait, de l'évolution de leur place dans l'écosystème. Qu'ils soient conscients de l'évolution du système et de ce qu'ils apportent au système. Sachant que la crise, en général, n'a pas forcément créé des phénomènes nouveaux, mais elle a souvent amplifié des phénomènes qui étaient déjà là, un peu latents, et qu'elle a soit révélés, soit amplifiés. Voilà. Et donc, par rapport à cet enjeu, pour les dirigeants, l'attention est aussi mise sur le fait de rester en contact avec l'extérieur, de ne pas s'enfermer dans les problématiques internes, parce que leur influence, elle est aussi vis-à-vis de l'extérieur, bien souvent. Donc, de rester en contact. Le coaching, donc, par rapport à cet enjeu, permet aux dirigeants de travailler la position méta, de s'extraire de ce système, du jeu politique, pour mieux le voir, d'y voir en même temps son rôle, sa place, d'analyser la dynamique du système, et puis de penser ses démarches. Alors, comme vous vous en doutez, ces différents enjeux sont entremêlés, sinon ce serait trop simple. Ils ont tous des liens entre eux, et donc il va s'agir, pardonnez-moi, de penser cette complexité. Donc pour cela, vous avez sur ce slide, pour symboliser cette complexité, ce qui s'appelle le triangle d'impossibilité de Roger Penrose, qui est un mathématicien anglais. Donc c'est une figure mathématique 3D qui est impossible à concrétiser matériellement, qui est donc très intéressante. Elle a été utilisée par l'économiste Hubert Kempf en 2020 pour théoriser sur la gestion du Covid et le trilemme entre économie, liberté et santé. Et ce triangle d'impossibilité et ces travaux d'Hubert Kempf ont aussi été utilisés par Jacques Moreau en analyse transactionnelle, donc pour théoriser l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ici, j'ai utilisé ce triangle en reprenant les enjeux. Vous voyez en haut à droite, du triangle, garder le cap de la performance. À droite, être le garant des règles sanitaires. Et en bas à gauche, j'ai mis ensemble le vivre ensemble, donc préserver le lien, le vivre ensemble, et le jeu politique, parce que le jeu politique, c'est une forme de lien. Donc, comment faire pour être au rendez-vous sur ces trois enjeux? Par exemple, est-ce qu'on peut maintenir à tout prix le cap de la performance sans abîmer le lien, en mettant par exemple trop de pression? Est-ce qu'on peut être rigoureux sur les règles sanitaires sans abîmer le lien et sans que ça soit au détriment de la performance? Parce que peut-être aussi que, et oui, forcément, les règles sanitaires peuvent être au détriment de la performance, rien que par le travail à distance prolongé, par exemple, pour certains types d'activités. Donc, en coaching, il n'y a pas de recette miracle, bien évidemment, mais on permet aux dirigeants de penser cette complexité, de la démêler, de nommer les antagonismes, qu'est-ce qui peut fonctionner ensemble, qu'est-ce qui est opposé, et aussi d'identifier les émotions que ces antagonismes génèrent, parce que ce n'est pas qu'un travail intellectuel. Quelles sont les émotions et les sentiments, déjà pour le dirigeant, que cette complexité génère en lui, et donc probablement pour les équipes, pour la ligne managériale. Donc par exemple, il peut se sentir coincé, tiraillé entre des enjeux différents. Il peut avoir de la culpabilité, d'avoir trop lâché la bride sur la performance pour préserver le lien, le bien-être. Voilà. Donc en coaching, on aide à travailler sur le vécu de cette impossibilité et également à en sortir le plus possible, à trouver par exemple des thématiques transversales, concrètes, à traduire ces antagonismes par des conditions de réussite par exemple, mais surtout on aide le dirigeant à prendre des partis pris, à se dire que tout ne sera pas parfait, qu'il y a des choses qui ne seront pas faisables et à trouver des compromis avec lequel il va avoir suffisamment de quiétude pour engager l'action. Donc ces partis pris sont en général, bien évidemment, discutés au sein de son collectif. J'espère que tout ça est clair
pour vous. Voilà. Donc je vais poursuivre après avoir abordé ces enjeux et leur articulation. Oui, très clair, merci. Super. Je vais aborder maintenant les besoins concrets et les nouvelles nécessités qu'on entend en coaching de la part des dirigeants. Donc les thématiques concrètes sur lesquelles on travaille beaucoup en ce moment. Et je vais commencer par les besoins psychologiques qui sont énormes chez les dirigeants, comme chez chacun d'entre nous. Donc le terme de besoin psychologique ici est entendu au sens très très large. Donc il s'agit souvent déjà d'un travail sur les émotions. Les émotions sont très présentes en ce moment chez les dirigeants, les dirigeantes, chez toutes les personnes aux manettes et chez chacun d'entre nous, bien évidemment. Donc, il s'agit non pas de les évacuer, ces émotions, elles sont très précieuses, ce sont des signaux extrêmement utiles pour nous, mais de les identifier, de les ressentir. Elles peuvent être personnelles, elles peuvent être aussi dans le système. Par exemple, la peur d'aller dans le mur, voilà, de ne pas atteindre les objectifs, la colère face à certains comportements, la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, etc. Donc, travail d'identification de ces émotions. Et parfois, certaines émotions du présent ont pu réveiller des émotions anciennes de la trajectoire personnelle du dirigeant. Elles ont pu accrocher des émotions anciennes. Et à ce moment-là, ça apporte comme un supplément de gravité ou un supplément d'intensité dans le vécu du dirigeant, dans une situation qui est déjà très difficile. Donc c'est un peu comme si un galet était tombé dans un lac et qu'il fait des cercles et qu'il remue le fond. Voilà, ces émotions anciennes deviennent envahissantes et n'ont pas de trait, de lien direct avec, enfin, n'ont rien à faire quelque part dans la situation présente. Donc on aide le dirigeant à délier les choses et à rester bien dans la situation présente, je dirais, sans s'en rajouter. Alors, s'il y a des émotions, c'est souvent qu'il y a des besoins, j'en viens aux besoins, qui ne sont plus respectés, des besoins psychologiques du dirigeant en tant que personne, qui ne sont plus respectés, qui ont été malmenés par des mois et des mois de gestion de crise. Donc, il s'agit de prendre soin de soi-même. Donc, je vais citer ici les 3 besoins d'Éric Berne, qu'il appelle les 3 soifs. Besoin de reconnaissance, besoin de structure et besoin de stimulation, qui sont essentiels au bien-être de l'être humain. Et donc, je vais les illustrer, ces 3 besoins, par des formulations très diverses qu'on peut entendre en ce moment, comme le besoin d'être soutenu, le besoin d'être reconnu dans ses efforts, le besoin d'être écouté, compris, de contacts sociaux, le besoin de contacts sociaux, le besoin de cadre pour soi-même déjà. Voilà, donc je vais prendre un exemple. Par exemple, on était dans l'identification d'un sentiment. Par exemple, le dirigeant se sent blessé par quelque chose et il se rend compte que son besoin, c'était d'être reconnu pour tous les efforts qu'il fait donc pour ces N-1 et pour cette organisation. Voilà. Donc, il va contacter son besoin, identifier son besoin et il va pouvoir mieux y répondre en s'exprimant, en faisant des demandes à son environnement. Autre thématique, l'acceptation de l'incertitude, qui est donc cette insécurité permanente, donc qui génère aussi beaucoup d'émotions, de l'anxiété, de la peur. Donc c'est un retour aussi souvent aux besoins, de quoi j'ai besoin pour vivre avec cette incertitude. Et la voie, c'est souvent d'assumer cette incertitude à plusieurs, avec un collectif, son collectif, aussi en tant que membre du COMEX. Les dirigeants sont aussi membres d'un COMEX, contributeurs. Donc, la voie, c'est souvent assumer cette incertitude à plusieurs et peut-être être aussi lever, parfois identifier des croyances que le dirigeant ou la dirigeante peut avoir du type je dois m'en sortir tout seul ou toute seule. Et parfois, quand on a déniché certaines croyances, ça ouvre une voie au fait de pouvoir partager le fardeau.
Autre thématique très présente en ce moment, celle du sens et de la motivation. Il y a des dirigeants qui s'interrogent beaucoup sur le sens de leur engagement, sur le sens de leur action, de la direction qui est prise, à quoi ça sert tout ça, alors qu'on ne sait pas dans quel modèle de société on sera dans 6 mois ou 1 an. Il y a aussi l'impact climatique, bien évidemment. Donc, question de sens profonde, question de motivation aussi, de découragement, par exemple. Et en même temps, il y a aussi des révélations, c'est-à-dire des dirigeants pour qui cette situation leur amène énormément de sens, qui se révèlent et qui ont beaucoup plus d'aisance à incarner les choses dans cette situation de crise, parce qu'ils se sentent très utiles et ils ont l'impression d'avoir un rôle sociétal et de pouvoir amener vraiment du lien social, même à distance. Alors, quand on a travaillé sur ces différents thèmes, ou certains d'entre eux, vous voyez qu'ils sont tous reliés, souvent le dirigeant parvient à trouver plus de tranquillité intérieure pour élaborer une intention, pour écouter ses intuitions, voilà, se forger une intention qui va pouvoir donner une direction au système. Et donc, je voudrais finir sur ce slide en disant que finalement, cette crise, par sa profondeur, nous confronte à des questions profondes, existentielles, et ça a du bon aussi. Ça nous permet, ça permet aux dirigeants de mieux se connaître, bien souvent, les nécessités l'ont amené à se poser sur ses besoins, sur ses conditions de réussite, sur ses moteurs, à se poser des questions de sens. Et donc, ça leur permet souvent d'élever leur niveau de conscience. Voilà, cette confrontation à cette situation a élevé leur niveau de conscience sur eux-mêmes et sur l'environnement. Je vais poursuivre par une autre thématique très concrète, très présente actuellement, c'est la relation avec leur N-1, qui sont leurs piliers, des personnes clés, très seniors, sur lesquelles ils s'appuient. Ces relations ont pu être perturbées avec la crise depuis l'année dernière. Parfois, il y a eu des mots trop durs, sous l'effet de la pression, que l'on regrette, ou qui ont altéré la relation. Parfois, il y a eu une moindre prise en compte de ces dirigeants, de ces personnes très seniors en tant que personnes. Et donc, je vais en arriver à commencer par mon deuxième point sur ce slide, il y a des choses à réparer. Il y a des choses à réparer dans ces relations. Il y a besoin de se dire les choses, de s'apporter de l'empathie mutuellement, bien souvent, de la compréhension des difficultés, et puis des signaux positifs. Voilà, des signes de reconnaissance. Et s'ils sont échangés à ce niveau, il y a de belles chances pour qu'ils redescendent à tous les étages dans le système. Parfois, les tensions qu'il y a dans ces relations existaient déjà avant la crise et se sont renforcées. Et il peut y avoir alors à comprendre ce qui se joue dans cette relation. Par exemple, derrière un « je ne te suis pas là », il peut y avoir un « tu ne me reconnais pas ». Voilà. Donc, en coaching, on permet aux dirigeants d'accéder au niveau psychologique dans la relation, au niveau sous-jacent, pour qu'ils puissent l'identifier et répondre aux besoins pour l'autre et pour lui-même. Enfin, il y a souvent un travail donc, sur exprimer clairement les attentes mutuelles dans ce flou qui a amené la crise Covid et les urgences à traiter. Donc exprimer clairement les attentes mutuelles pour le dirigeant de son côté pour obtenir un vrai appui, pour que voilà, ses demandes soient claires et qu'il obtienne ce qu'il a demandé, et pour le N-1 pour qu'il ait des marges de manœuvre claires et aussi des limites, puisque la crise Covid a apporté un phénomène de nos limites où il y a tellement de problèmes à traiter qu'on pourrait travailler jour et nuit parfois. Donc voilà, plus les attentes sont claires, plus ça délimite le travail, les objectifs, les priorités, et plus ça va les délimiter à tous les étages de l'organisation. Donc ce qu'apporte le coaching par rapport à cette thématique,
On l'a vu, c'est donc accéder au niveau psychologique dans la relation, au niveau sous-jacent, au niveau systémique aussi parfois, dans notre relation, nos tensions récurrentes, eh bien, qu'est-ce qu'elles signifient dans le système? Et puis, ça permet d'apporter au dirigeant de l'auto-empathie. Ça lui permet de s'écouter, lui, dans ses difficultés, dans ses contraintes, dans ses émotions. Et c'est ce passage par l'auto-empathie qui va lui permettre de revenir à de l'empathie. Voilà. Et puis également en coaching, on aborde souvent la notion chère à l'analyse transactionnelle de contrat relationnel. Comme je le disais, exprimer clairement ses attentes mutuelles pour sortir des ambiguïtés sources de jeux psychologiques. Est-ce que ça va pour tous? C'est toujours clair? Vous êtes maintenant 70, c'est super chouette. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Très bien, ça a l'air d'être clair, tant mieux. Merci pour vos retours. Alors, autre thématique concrète, très très actuelle pour les dirigeants. Merci à vous. Donc, travailler son collectif, resserrer son collectif, essentiel. Donc, pour le dirigeant, c'est d'abord une façon d'être en lien, de rester en lien, de ne pas s'isoler, de partager le fardeau avec son COMEX, son CODIR, sachant qu'il est déjà, comme je le disais, déjà lui-même membre d'un COMEX et qu'il est déjà inséré dans tout un réseau. Mais resserrer le lien avec son collectif, développer la co-responsabilité. Donc vous voyez sur ce slide que dans son COMEX, vous avez le patron en vert, il a des personnes qui peuvent être comme de clans différents, avec des couleurs différentes, et peut-être qu'il y a un clan qui est plus proche du patron parce que pour des raisons historiques, eh bien ces scissions, entre guillemets, ont pu être accentuées par la crise Covid depuis l'année dernière, parfois à bas bruit. Peut-être qu'elles étaient déjà là avant et qu'elles elles se sont révélées. Donc, pour le dirigeant, c'est un travail qui peut être fait soit lui-même, soit avec l'appui de fonctions support qui peuvent être présentes dans son CODIR ou dans son COMEX, ses partenaires, soit avec un coach d'équipe, donc c'est le champ du coaching d'équipe. Il s'agit d'identifier les besoins de son collectif pour travailler à la cohésion. Par exemple, donc, thématique de la reconnaissance, il faut souvent commencer par là, que les personnes se reconnaissent les unes les autres en tant que personnes, en tant que professionnels compétents, remettre de la confiance là où peut-être il y avait de la compétition, remettre des possibilités de débat, parce qu'avec cette crise, il s'agit de trouver des solutions nouvelles. Donc le débat, tout débat est forcément très fécond. Et parfois, il faut refonder ce collectif qui a été très malmené, revenir à sa raison d'être, à nos valeurs, à notre vision, avant de pouvoir travailler sur la stratégie ensemble, travailler sur les objectifs et les priorités. Voilà, et c'est quand on a fait ce travail qu'on peut élaborer une stratégie de communication et d'appropriation pour tous les étages de l'organisation, sachant que parfois les choses se font bien sûr en sens inverse et que les propositions viennent du terrain. Alors à droite, vous avez des points d'attention pour les dirigeants dans cette phase de crise Covid, de points d'attention sur leur posture. Est-ce que finalement, cette crise appelle plus de verticalité? C'est-à-dire, est-ce que leur collectif a besoin de plus de directives que d'habitude, que le dirigeant soit plus cadrant, ou de plus d'horizontalité, de plus de co-construction parce que les gens ont besoin de s'exprimer, d'échanger, de débattre, et peut-être qu'il faut des deux. Donc pour le dirigeant, il a ajusté sa posture, à doser les choses et aussi à doser son degré d'intervention. Intervenir plus ou moins, les laisser réfléchir, jusqu'où je donne des directives, des directions. Voilà le travail sur le collectif.
4e thématique, c'est l'avant-dernière, donc concrète. Comment concrètement, on travaille en coaching sur, préserver, développer son influence dans le jeu politique. Donc très concrètement, il s'agit de rester en visibilité à distance tout d'abord, d'utiliser, la visio, le téléphone, pour, entrer en contact avec des pairs, peut-être avec qui on n'a pas parlé depuis longtemps, se montrer à des événements, prendre la parole, sur des sujets par exemple transverses. Donc il y a d'abord un enjeu de visibilité à distance. Ensuite, il s'agit de travailler ses alliances, ses appuis. On pourrait dire qu'auparavant, il y avait sans doute des échiquiers et que maintenant, vous voyez sur la photo, bien, ces échiquiers, ils sont en pleine mer. Donc il y a urgence à se sentir sur ce même bateau, à trouver des territoires de coopération, à voir le sens commun qu'on a à coopérer. Et en même temps, il y a aussi souvent à clarifier les rôles et les responsabilités qui ont pu s'enchevêtrer sous l'effet de la crise. Voilà, et pour les dirigeants eux-mêmes et surtout pour les équipes qui travaillent, voilà, pour qu'il y ait moins de tensions et de jeux psychologiques entre les équipes dans le travail au quotidien. Donc, en coaching, on apporte aux dirigeants une lecture globale du système, mais aussi on l'aide à réfléchir à comment il veut se positionner dans ce système, mais aussi dans chaque relation. Par exemple, remettre de la parité dans une relation, remettre de la confiance dans une relation où il y a de la compétition. Mais on travaille aussi beaucoup sur le « et », sur cette thématique. Donc, par exemple, concilier coopération et assertivité, concilier coopération et tactique, concilier tactique et éthique. Voilà, parce que sous l'effet de la pression, on peut aussi se jeter dans des démarches avec lesquelles finalement on ne sera pas en accord, voilà, du point de vue de son éthique personnelle, et peut-être aussi des valeurs de l'entreprise. Voilà pour cette thématique d'influence. Dernier thème de travail pour les dirigeants en ce moment, et c'est le champ du coaching d'organisation bien souvent, c'est développer la résilience de son organisation en favorisant l'adaptation, c'est-à-dire viser des ajustements consentis, c'est-à-dire échanger, discuter, décider, plutôt que des déformations subies. Il y a déjà eu beaucoup de déformations dans les collectifs avec la crise. Donc il s'agit de reprendre la main, que l'organisation reprenne la main. L'ajustement, la résilience, ce n'est pas juste que les choses deviennent plus souples, c'est décider comment on va pouvoir devenir plus résilient, ça veut dire mieux encaisser les chocs, apprendre collectivement. Donc pour le dirigeant, il s'agit souvent de créer des espaces de dialogue dans lesquels les opérationnels vont pouvoir discuter de ces chocs, de la manière dont on a résolu les problèmes pour apprendre collectivement, dans lesquels on va pouvoir aussi parler des réussites. Et donc ce travail se fait en prenant en compte l'ADN de la culture de l'organisation, pour s'appuyer sur ses caractéristiques, ses atouts. Vous voyez, c'est ce triangle qui se déplace. Il ne s'agit pas de changer cet ADN, mais de s'appuyer sur les atouts et les valeurs de la culture pour trouver plus de souplesse. Et qui dit souplesse ne veut pas forcément dire, travailler dans le vide. Souvent, il faut par exemple plus de cadres, plus de limites pour pouvoir trouver de la résilience. Et je terminerai aussi par des transformations à conduire, parfois plus drastiques dans certains secteurs, où il s'agit de réduire les effectifs. Et pour le dirigeant, c'est alors, avec son collectif, un travail important de communication sur le sens, pour que ces transformations difficiles à vivre ne soient pas vécues comme un coup de canif, en quelque sorte, dans le contrat de confiance entre le salarié et son entreprise, et n'engendre pas une perte de sens, et que l'on puisse reconstruire ensuite. Donc c'est donc un travail à ce moment-là vraiment
de communication, voilà, pour créer des conditions favorables pour la suite. Alors en conclusion, je dirais que donc cette crise Covid a engendré de fortes perturbations, c'est un euphémisme dans le travail des dirigeants, mais elle a apporté aussi de belles opportunités, à la fois de reconsidérer les modèles existants, modèles managériaux, modèles de performance, la façon dont on s'organise le vivre ensemble, et aussi belle opportunité de développer des formes de résilience individuelle et collective. Voilà, je vous remercie et je suis maintenant à l'écoute de vos questions avec grand plaisir. Alors, j'attends. Vous êtes en réflexion. Merci beaucoup. Ah, très intéressant, très, très intéressant. Alors, je lis la question. Le coaching, pendant cette période, apporte aussi une reprise en main de sa relation au temps. Oui, absolument. Sa relation au temps, c'est-à-dire que la crise amène le fait de subir les choses. Et donc, la relation au temps est très liée au sentiment de maîtrise qu'on a vis-à-vis des événements. Voilà, donc reprendre la maîtrise du temps pour pouvoir reprendre de l'anticipation. Bien souvent, c'est ça, reprendre de l'anticipation, parce que le temps est une ressource. Voilà. Merci beaucoup. Et le sentiment de lassitude. Oui, absolument. Alors, la lassitude, on l'entend énormément, énormément. J'ai encore entendu ce matin beaucoup d'usure, de sentiments qu'on n'en finira jamais, de toutes ces journées qui se ressemblent. J'entends beaucoup ça, les journées qui ressemblent toutes les unes aux autres. On ne se souvient même plus de ce qu'on a dit il y a 2 jours. Donc oui, beaucoup de lassitude. L'équilibre vie privée, vie pro est-il également un sujet important? Bien sûr, c'est le sujet de l'envahissement, c'est le sujet de l'absence de frontières. Il y a de moins en moins de frontières avec l'espace personnel, donc c'est perturbant. Voilà, on est dans cette espèce de flou et il faut parfois apprendre à remettre des limites. Alors, en quoi le coaching apporte-t-il une solution face aux réductions des effectifs? Alors, il y a différents types de coaching, hein, mais bien sûr, hein, il y a le coaching d'organisation. Si on pense au coaching individuel, ça permet aux dirigeants de penser les choses, d'être en contact avec ses émotions et du coup de prendre les décisions avec son collectif qui soient les meilleures possibles, les plus écologiques possibles pour l'organisation et de se sentir le mieux possible avec. Et plus il va se sentir bien avec ses décisions, plus il aura de facilité à les communiquer et à les vivre. Voilà. Et donc, plus sa ligne managériale sera à l'aise aussi pour la communiquer. Alors, exemple concret de résilience collective. Excusez-moi si je ne réponds pas à toutes les questions parce que ça défile et je les attrape comme je peux. Alors, oui, moi j'ai des exemples. Par exemple, dans le secteur de l'intérim, d'équipes qui avaient énormément de tensions, même presque des situations de crise avant la crise, hein, en termes de tension, et qui, avec cette crise Covid, se sont sentis libérés pour aller les uns vers les autres et pour parler d'autre chose que du travail, en aménageant. Donc, c'est souvent qu'il y a eu un patron, un manager qui a aménagé des espaces complètement affranchis du travail, voilà, où on se parle de comment ça va et où on se prend en compte en tant que personne. Voilà. Et donc, ça a permis des vrais phénomènes de réparation des liens et de résilience au sens maintenant comment on a envie, on va se réinventer. Voilà, on va réinventer notre manière de travailler ensemble. Alors, je vois aussi une boucle d'enfermement.
sentiment d'être enfermé, besoin de s'échapper, mais aussi impossible en raison des contraintes sanitaires. Renforce le sentiment d'enfermement, oui. Oui, alors, oui, sentiment d'enfermement qui est peut-être un peu moins fort dans les entreprises où il y a du travail hybride, même si bien sûr, hein, les consignes actuelles sont de faire de plus en plus de travail à domicile. Mais quand il y a du travail hybride, il y a un peu moins de sentiment d'enfermement. Alors non seulement il y a de l'enfermement, du sentiment d'enfermement, mais je dirais aussi qu'il y a un peu de perte de contact avec la réalité. Quand il y a du tout distanciel, qui apporte aussi beaucoup de bénéfices, hein, il y a un peu de perte de contact avec la réalité. On se rend moins compte de ce qui se passe, ou on se rend moins compte de ce qu'on a dit aussi, parfois, dans un échange avec un N-1. Alors, s'il y a de vrais besoins de coaching pour les dirigeants dans cette période, y a-t-il des demandes? Alors, oui, bien sûr, il y a des demandes. Probablement, il y a moins de demandes que de besoins. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas conscience encore qu'ils ont besoin. Il y en a qui n'ont pas conscience qu'ils sont en souffrance et qu'ils sont en quelque sorte des naufragés après la tempête. Donc, ça va prendre du temps avant qu'il y ait plus de demandes. Avez-vous senti une prise de conscience de la part des dirigeants et donc une croissance de demande de la part de ces derniers? Alors, j'ai répondu, je crois, ça vient. Il faut prendre conscience qu'on ne va pas bien parfois ou que ce collectif ne va pas bien. Hein, ça prend un peu de temps. Et parfois, il y a les fonctions support aussi en RH, en communication interne qui aident beaucoup à ces prises de conscience. As-tu observé une différence d'adaptation du management entre les petites structures et les grandes structures? Quel type de management c'est mieux adapté à la situation et comment ont-ils fait? Alors, vaste question. Alors, moi, je dirais que ce qui quand même fonctionne bien en ce moment, que ce soit dans les petites structures ou les grandes structures, c'est d'être plus proches les uns des autres, c'est-à-dire un management plus horizontal, où les patrons s'autorisent à se montrer en tant que personne, voilà, à être plus proches, à participer peut-être à des échanges informels, à des jeux ludiques, voilà, un management plus proche. Je pense que ça, c'est vraiment le besoin en ce moment, que ce soit dans des grandes structures ou des petites. Plus personnalisé aussi, où on se montre plus en tant que personne. Oui, donc des réactions, le co-développement à distance, ça fonctionne. Ouais, super. Oui, oui, le coaching à distance, ça fonctionne, ça se réinvente, c'est en train de se réinventer et ça fonctionne, même si bien sûr, il y a des manques par rapport au coaching présentiel, mais ça fonctionne. En termes d'accompagnement, j'ai l'impression qu'on revient aux fondamentaux des 7 piliers de vie: intégrité, besoins, valeurs, limites, positivisme, cercle relationnel et opportunité. Vrai. Alors je ne connais pas ces 7 piliers de vie, mais oui, oui, bien sûr, on revient à nos fondamentaux, on revient à des questions existentielles et on revient, en fait, j'ai envie de dire, à qui l'on est. C'est-à-dire que le travail, le fait d'être beaucoup chez soi, nous met dans un certain vide, pas un vide dans le travail, hein, on peut avoir beaucoup de travail, mais nous ramène à la personne que l'on est, à qui l'on est et à des questions souvent identitaires. Qui l'on est en dehors du social et de la matérialité de la relation. Alors, est-ce le début de la fin de l'organisation pyramidale, tant décriée et pourtant toujours bien présente? Alors non, je ne pense pas du tout, c'est la fin de l'organisation pyramidale. Je pense que l'être humain a besoin des deux. Donc effectivement, en ce moment, il y a besoin de beaucoup de proximité et de liens. Mais s'il n'y a pas de cadre et de directive, il y a souvent un manque de sécurité dans le système. Donc, les organisations sont souvent en mode hybride en ce moment d'un point de vue du système d'autorité. Il y a du vertical et de l'horizontal. Et même si ça s'horizontalise de plus en plus, il y a besoin de verticalité parce que c'est une source de sécurité pour l'être humain.
Hem, alors, si on ne souhaite pas échanger aussi sur le champ perso avec nos collègues, oui, et plutôt séparer nos espaces pro perso pour justement être vigilant à son équilibre et ses autres centres d'intérêt. Oui, absolument. Alors oui, c'est une question de c'est une très bonne question, c'est-à-dire, c'est un choix personnel. Qu'est-ce que j'ai envie de partager de moi-même ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Rien que la visio, c'est un choix sur qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi. Et donc absolument, ça peut être écologique pour soi que de mettre une limite dans ce que je veux partager et je ne veux pas partager. Voilà. Et on peut d'ailleurs s'ouvrir aux autres sans parler de sa vie personnelle. On peut s'ouvrir aux autres, de conviction ou d'intuition sur son activité professionnelle, par exemple. Hem, alors, beaucoup de questions. Alors, pour apporter la vision RH, oui, les managers et pas que le top management auraient besoin de flash coaching. Oui, oui, très bonne idée, très bonne idée. C'est vrai que, ça commence à arriver. Alors ça existait avant le covid, bien sûr, mais en ce moment, le flash coaching, c'est-à-dire en 2-3 séances, peut déjà apporter beaucoup de bien. Pas que aux dirigeants, effectivement, aux managers, pour faire le point, pour, déposer ses valises, pour dire tout ce qu'on a accumulé depuis des mois. Voilà, reprendre du recul, ça fait déjà énormément de bien. Alors, quel conseil quand un manager dirigeant ne s'adapte pas au travail en distanciel? Hem, alors oui, c'est intéressant. Alors, moi, je lui dirais déjà de sortir dans la journée, voilà, de sortir, pour vivre le présentiel, au moins dans sa vie privée. Ça, c'est, une première chose. Alors, il y a plusieurs modalités du distanciel, hein. Il y a des managers qui n'aiment pas du tout la visio, qui sont très mal à l'aise avec la visio, qui supportent pas de se voir. Donc le téléphone, c'est une alternative qui peut aussi bien fonctionner. Et puis parfois, si l'entreprise le permet, avoir une journée de présentiel par semaine, c'est salvateur. Voilà, ça permet de supporter les 4 autres jours de distanciel. Oui, autre chose aussi, il y a des moyens aussi de développement personnel comme la méditation que les managers peuvent, pratiquer, qui aident aussi beaucoup à retrouver de l'espace, personnel. Alors il y aurait, tout un débat là, hein, il y a plein de questions et il va être 3 heures et demie. Je prends encore une question et on va devoir s'arrêter. Merci également pour vos retours. Hem Le profil AT du coach dans ce type de coaching répond-il mieux à cette demande? Alors, je crois pas. Je pense qu'il y a des courants théoriques très divers en coaching et à l'IFOD, on est bien on les connaît bien et donc on peut tout à fait être apporter énormément à un dirigeant en ce moment en étant, systémicien ou coach, PNL. Je pense que ce qui est important, c'est d'être bien au clair avec, ce qu'on fait finalement. Voilà. Alors on va s'arrêter, il est 15h30. Merci, un immense merci à vous, pour toutes vos questions, pour votre intérêt, pour votre écoute. C'était un grand plaisir pour moi de ce moment de partage avec vous. Je vous souhaite, une bonne continuation dans votre journée. Alors, les slides, oui, alors déjà en fait, c'est le webinaire qui va être accessible sur le site de l'IFOD, hein, avec les slides qui seront dedans, donc vous pourrez le consulter, quand vous voulez. Dès la fin du webinaire, il sera consultable. Voilà. Merci à vous, très bonne journée. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup pour vos retours.